Lève-toi, Pharaon. Rassemble tes os, ramasse ta tête et secoue la terre déposée sur tes chairs. Devant toi se trouvent les portes de l'au-delà. Ce sont celles que ton père Atum a franchies lors de son voyage vers l'est de l'horizon. Ô Dieu qui allait la barque du Seigneur des temps immémoriaux, de celui qui apporte le ciel du haut dans le monde souterrain et qui élève le ciel du bas, vous qui laissez les esprits approcher du noble défunt, que vos mains soient remplies de cordes. Les origines de la civilisation égyptienne sont enveloppées de mystères. Ces incantations du livre des morts pourraient bien contenir le secret d'un âge mythique où les rois d'Égypte étaient mi-hommes, mi-dieux. Ces premiers héros sont-ils les pièces maîtresses d'un mythe complexe élaboré par les prêtres pour expliquer la naissance de la civilisation égyptienne? Ou l'archéologie peut-elle éclairer la véritable histoire des origines légendaires de l'Égypte? La réponse est cachée dans le désert de l'Est égyptien, aux confins de la vallée du Nil, loin de ses pyramides, de ses temples et de ses tombeaux. C'est ici, au cœur de ces espaces désolés, hérissés de montagnes et creusés de gorges labyrinthiques, que nous allons partir à la recherche des origines de l'Égypte. L'Égypte des pharaons ne cesse de fasciner, mais la plupart des gens ignorent comment est née cette civilisation. Les égyptologues eux-mêmes ne savent pas exactement ce qui a déclenché le développement rapide de la civilisation égyptienne il y a de cela 5000 ans. C'est à cette époque que l'iconographie des pharaons, qui impressionne tant nos contemporains, a vu le jour. Mais cette Égypte préhistorique ressurgit aujourd'hui des limbes du passé grâce à d'étonnantes découvertes faites ces dernières années dans le désert de l'Est égyptien. Aucun vestige n'indique qu'une longue tradition royale aurait existé avant le tout début de la première dynastie. On ne trouve aucun signe d'un développement progressif de l'art royal, de la métallurgie, de l'architecture monumentale et de l'écriture, les critères définissant une civilisation naissante. Au cours des 2 volets de ce documentaire, je vais exposer ma théorie expliquant l'avènement fulgurant de la civilisation des pharaons. Je vais produire des preuves éloquentes d'un lien entre les 2 grandes civilisations de l'aube de l'histoire humaine. La période pharaonique ne commence que vers 3000 avant Jésus-Christ, avec l'unification de l'Égypte par le roi Ménès, le fondateur légendaire de la première dynastie. Elle fait suite à une ère de rois mythiques qu'on désigne sous le nom de période prédynastique. C'est à la toute fin de cette période que les caractéristiques de l'État pharaonique commencent à se former. Cette société complexe et le pharaon qui la dirige semblent naître dans une sorte de fulgurance. Quel a été le catalyseur de la naissance de la civilisation égyptienne ?
expliquer la naissance de leur civilisation, les Égyptiens recouraient à une mythologie complexe. Les textes anciens parlent de Zep-Tepi, les premiers temps ou la première fois, qui a vu la création de la vie au sein d'un océan primordial. Quand un pharaon mourait, son esprit empruntait une barque pour retourner vers l'île de la création, auprès des dieux qui demeurent dans le temple originel. À première vue, tout cela ressemble à un tour de passe-passe religieux. Mais à mon sens, ce mythe recèle le code qui peut permettre de comprendre ces mystérieux premiers temps. Il faut pour cela savoir l'interpréter correctement. La religion des pharaons, représentée par ces magnifiques peintures et bas-reliefs de la vallée des rois, renvoie à ces temps reculés qui ont vu la fondation de la royauté. Les murs sont couverts de scènes du monde souterrain. Et partout, on peut voir des barques portant d'étranges symboles. Comment percer leur mystère? Pourquoi ces nefs à haute proue, ces barques conhales et ces longs voyages vers l'au-delà jouent-ils une place centrale dans le mythe de la résurrection des pharaons? Parmi tous les dieux à tête d'animal, un personnage se détache, Horus, le dieu faucon. À la fin du règne des dieux, les Égyptiens parlent d'un clan légendaire, les suivants d'Horus. Ils se seraient battus pour la suprématie des rois Horus de l'ère prédynastique. Horus est le titre que tous les pharaons d'Égypte porteront ensuite. Ces premiers monarques sont les descendants du premier roi faucon, Horus, le fils d'Osiris, le dieu assassiné. Son sanctuaire se trouve à Edfou. Le grand temple d'Horus commémore la victoire de l'ordre, représenté par Horus, sur les forces du chaos incarnées par le dieu Seth, le frère et meurtrier d'Osiris. L'issue historique de ce conflit mythique entre Horus et Seth, c'est l'unification de l'Égypte par les rois Horus de la première dynastie. L'archéologie a montré que les royaumes les plus anciens étaient ceux de Haute-Égypte. Je crois que sans trop s'avancer, on peut dire que ce conflit mythique, qui a été enjolivé bien sûr par la suite, reflète un conflit qui aurait eu lieu à la fin de la période prédynastique. Ce conflit aurait opposé Hiérakonpolis, le grand centre du culte d'Horus, à Nagada, qui était proche de la ville de Nubit, où l'on vénérait Seth. On commence ainsi avec une légende, et cette légende évolue pour devenir un récit très élaboré, qui est au cœur du mythe royal. Mais ce n'est pas cette bataille légendaire entre Horus et Seth qui constitue le début de notre quête. Pour cela, il faut nous enfoncer vers l'est, dans le désert oriental. Les égyptologues ont depuis longtemps compris le rôle capital du désert dans la préhistoire égyptienne. C'est pour cela que j'ai passé de nombreuses années à sillonner les immenses pistes du désert oriental en quête d'indices sur la naissance de la civilisation des pharaons. Il est temps de partir à la recherche de la préhistoire de l'Égypte. Nous voilà donc partis en quête des origines de l'Égypte, dans cette vaste langue de terre aride et hérissée de montagnes, située entre le Nil et la mer Rouge. La mission de prospection du désert oriental a commencé en 1997 dans le Wadi Abad à la hauteur d'Edfou. C'est là que les premiers indices de notre enquête ont été découverts il y a tout juste un siècle par l'égyptologue britannique Arthur Weigall. En 1907, Weigall est inspecteur en chef des antiquités de Luxor. Il vient d'épouser Hortense, une américaine, et il décide de partir en voyage de noces dans le Wadi Abad.
Leur destination, un minuscule temple taillé dans le roc, celui de Séti Ier à Canaïs. Dans son livre Voyage dans le désert de Haute-Égypte, Weigel décrit leur arrivée sur place. Nous trottions dans l'air frais du matin, dirigeant nos chameaux vers un vaste affleurement rocheux dont notre guide nous indiqua qu'il abritait les fouilles du temple de Séti. Nous pûmes bientôt apercevoir le portique du temple, creusé dans le roc protecteur. Un à un, ces détails nous apparurent plus distinctement et nous pûmes enfin mettre pied à terre au bas des falaises pour explorer ce sanctuaire pittoresque. Weigel n'était que le troisième égyptologue à atteindre ce site isolé. Et depuis, rares sont ceux qui ont entrepris le voyage jusqu'à ce temple. Le temple de Canaïs a été élevé pour commémorer le forage d'un puits. Celui-ci devait fournir de l'eau aux expéditions de la 19e dynastie vers les mines d'or du désert oriental. Nous avons déjà évoqué les étranges bateaux représentés dans la tombe de Séti. Ici, on voit le pharaon frapper ses ennemis de sa massue piriforme. La longue histoire de cette arme royale remonte à l'époque prédynastique. Ce minuscule temple creusé dans le roc se trouve loin de tout, en plein désert. Mais Weigel a découvert que Séti n'avait pas été le premier intéressé par ces lieux. On pourrait se demander pourquoi Séti a choisi cet endroit précis pour bâtir son temple. Car si on accepte le fait qu'il se trouve sur la route des mines, les raisons de son choix n'apparaissent pas immédiatement claires. Côté nord, ce vaste bloc rocheux offre une surface lisse et escarpée. On y trouve des dessins gravés ou ciselés dans le roc. Il remonte indubitablement à l'époque archaïque, peut-être même à la préhistoire. L'égyptologue britannique a trouvé de nombreux dessins gravés dans les falaises proches du temple. Certains remontent au temps des premiers pharaons, mais d'autres sont beaucoup plus anciens et d'apparence très primitive. Certains d'entre eux représentent même des barques à haute proue. Weigel a été le premier à publier ces étonnantes gravures. Ces barques ressemblent beaucoup à celles de la tombe de Séti, mais elles ont été tracées ici, dans le désert, plus de 3000 ans avant Jésus-Christ, à l'ère prédynastique. Nous sommes venus reprendre leurs empreintes et voir s'ils peuvent encore aujourd'hui nous enseigner quelque chose. Nous nous enfoncerons ensuite davantage dans le désert, vers une contrée où Weigel ne s'est jamais aventuré. Avec leurs hautes proues et poupes, leurs rames et leurs équipages symbolisés par de simples bâtons, ces navires soulèvent toutes sortes de questions. Que représentent ces scènes? Pourquoi y a-t-il tant de barques? Et pourquoi les avoir gravées dans la pierre de ce désert brûlant? Au début du XXe siècle, les découvertes de Weigel sont passées quelque peu inaperçues. Et ces questions n'ont jamais été véritablement posées. L'égyptologie se préoccupait alors davantage des trésors des pharaons. La tombe de Toutankhamon allait être découverte quelques 10 ans plus tard. C'est grâce aux prospections faites dans le désert oriental que l'étude de l'art rupestre égyptien a repris. Ces dessins nous montrent que l'archéologie égyptienne ne se résume pas à la fouille des nécropoles, à quelques rares villages antiques, à de vastes tombeaux et à son architecture funéraire. Il y a tout un tas de petits détails épars qui permettent de reconstituer une vision d'ensemble de la civilisation égyptienne. L'étude de l'art rupestre pose tout un tas de problèmes. Le premier et non le moindre, c'est la datation de ces pétroglyphes. Le second, c'est que nous n'avons découvert qu'une fraction d'entre eux et en conséquence, il est difficile de tenter des interprétations qui ne soient pas partielles. Ce qui ne fait aucun doute, c'est que ces dessins sont en grande partie préhistoriques. Maintenant, la question c'est, que font-ils là? On va quitter Canaïs, longer le Wadi Baramiya et à partir de là, se diriger vers Salam. On devrait arriver à Gebel Chaloul à la tombée de la nuit. « 30 ans après la première visite du Britannique à Canaïs, un explorateur allemand du nom de Hans Winkler a passé plusieurs mois à sillonner le désert oriental. Il y a relevé des dizaines de sites d'art rupestre dans une toute autre région du désert, à 200 km au nord de Canaïs. Weigel a donc découvert ces dessins dans le Wadi, à l'est de Hiérakonpolis. Winkler a fait de même, mais cette fois à l'horizontale de Nagada.
Les deux séries de pétroglyphes sont situées à la même latitude que les deux grands royaumes prédynastiques. Le but initial de notre expédition était de tenter de localiser le site découvert par Winkler. Il n'a pas été visité par un égyptologue depuis 70 ans. Mais notre prospection dans ces régions inexplorées a révélé des centaines de nouveaux sites rupestres qu'aucun de nos contemporains n'avait jamais vus. Le désert n'a pas toujours été aussi sec qu'aujourd'hui. À l'époque préhistorique, l'Égypte était un pays beaucoup plus humide. La vallée du Nil bénéficiait d'un climat tropical. Le désert était parcouru de cours d'eau saisonniers et parsemé de trous d'eau qui nourrissaient plantes et animaux. Nous le savons grâce aux dessins tracés dans le roc et dans lesquels on reconnaît des bovins sauvages, des gazelles, des bouquetins et même des girafes et des éléphants. Tous ces animaux vivent sous des climats de savane. Au 4e millénaire avant notre ère, le désert n'était pas encore un désert. Le paysage était alors bien différent. On trouvait une végétation abondante et notamment des acacias. Les gravures rupestres montrent que des girafes et peut-être même des éléphants pouvaient vivre dans cette végétation. Mais ces montagnes arides n'étaient pas seulement peuplées d'animaux. Des hommes y vivaient aussi. Cette scène est impressionnante. Deux hommes sont armés de lasso. Ils ont acculé une antilope et ils lâchent leurs deux chiens dressés pour tuer. L'un d'eux se jette à la tête de l'animal, tandis que l'autre l'attrape par la gorge. C'est sensationnel. Il y avait donc dans le désert des hommes qui gravaient des barques à haute proue sur les falaises. Ces hommes sont représentés coiffés de plumets et portant des armes. Mais qui donc étaient ces hommes mystérieux qui peuplaient l'Égypte préhistorique? Les représentations artistiques retrouvées dans les villages prédynastiques, installés le long du Nil, sont déjà bien plus sophistiquées. Elles semblent indiquer que ces chasseurs du désert n'étaient autres que les suivants d'Horus. Ils brandissent le même type d'armes observées sur les falaises du désert oriental, portent des plumets et des queues d'animaux. Le personnage de tête porte même l'emblème du faucon, symbole du clan d'Horus. L'emblème d'Horus se retrouve aussi comme figure de proue sur les barques du désert. Et il est remarquable que, dans la religion des pharaons qui ont suivi, les barques à haute proue, surmontées d'un faucon, seront associées au voyage du défunt vers l'autre monde. Ça, c'est intéressant. Une barque d'aspect très angulaire. On voit nettement sa forme avec la proue et la poupe. On distingue bien aussi les personnages représentés par des bâtons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais ici, ils sont représentés avec une tête. Les petits bâtons sont surmontés d'une boule. Et on a le même nombre de rames. Et ici, on a deux animaux. Si on regarde bien, le tracé est plus clair ici que sur la barque. Cela semble indiquer que la barque est plus ancienne que les animaux. C'est beau. Dans les premiers temps dynastiques, ces barques étaient étroitement liées au roi vivant, Horus incarné, et à ses partisans, les suivants d'Horus. La palette de Narmer est l'un des vestiges les plus célèbres des premiers temps de l'Égypte pharaonique. Elle montre le roi Narmer frappant ses ennemis du nord. Horus, le dieu faucon, surplombe les victimes du roi originaire du delta du Nil. Dans la main du pharaon, on retrouve cette même massue piriforme. Ce symbole de la royauté va nous permettre de comprendre qui étaient les suivants d'Horus et d'où ils venaient. Le désert oriental est une véritable boîte de Pandore pour l'archéologie. Il regorge de vestiges remarquables dont il faut tenir compte pour comprendre les premiers temps de l'histoire égyptienne. Des milliers de représentations d'animaux, de scènes de chasse et d'étranges navires ont été mises au jour.
Et l'iconographie de cet art rupestre primitif se retrouve aussi dans l'Égypte des pharaons. Il faut donc aller plus loin dans le désert et partir en quête des étonnantes découvertes qu'Hans Winkler y a faites dans les années 30. La carte d'Hans Winkler donne l'impression qu'il est aisé de retrouver son chemin dans ce désert. Mais la réalité est tout autre. C'est un véritable labyrinthe de gorges et de voies sans issue. Le seul moyen de s'y orienter est d'utiliser la navigation par satellite. Il m'a fallu 3 expéditions pour retrouver le plus impressionnant de ces sites, isolés au fond d'un dédale de gorge. Le site numéro 26 du catalogue de Winkler se trouve à des centaines de kilomètres du premier village. C'est la chapelle Sixtine de l'art rupestre égyptien. Nous sommes les premiers à la contempler depuis l'expédition de Winkler en 1938. Après 2 journées de route dans les sables du désert, nous avons fini par atteindre ce joyau du désert, le site numéro 26 de Winkler. Ici, les parois sont couvertes de pétroglyphes. Certains sont immenses. Ils représentent des barques à haute proue, transportant des personnages de stature divine qui suggèrent une famille sacrée. D'autres transportent des chefs de tribu portant des armes de jet et coiffés de plumets. On voit aussi des chasseurs sacrifiant des taureaux. Une déesse danse dans une barque à haute proue, tirée par un nombreux équipage. Et partout, des animaux de toutes sortes. Ces parois sont littéralement couvertes de dessins. Tout semble indiquer que ce site a un jour été l'un des plus importants du pays. Il y avait peut-être autrefois ici une oasis où les animaux venaient boire et les hommes chasser. Certains détails vont nous aider à dater ces pétroglyphes. Je vous présente Noba Lamassu. Ce personnage est capital, car il permet de dater certains de ses dessins. On voit que ce chef porte une massue, qu'on appelle une massue piriforme, en forme de poire. Et ce type de massue a été introduit à une période qu'on a appelée Nagada II. On peut donc dater ce dessin de cette période. La forme de la massue a considérablement évolué au cours des 2 phases majeures de la période prédynastique. Dans les tombes des guerriers de la première culture de Nagada, on a principalement retrouvé des massues de forme discoïdale. Mais à Nagada II, ce sont désormais les massues piriformes qui semblent prédominer. Nos guerriers du désert, avec leurs barques à haute proue et leurs nouvelles armes, peuvent donc être datés du 4e millénaire, soit quelques siècles avant l'aube de la première dynastie et de l'ère des pharaons. En 1894, le père de l'archéologie égyptienne, Flinders Petrie, entreprend des fouilles sur le site de Nagada. C'est là que le royaume prédynastique de Seth a été localisé. Il y met au jour une nécropole de plus de 2000 tombes. Certaines de ces tombes remontant à Nagada II sont calfatées de briques crues et contiennent des guerriers enterrés avec leurs massues piriformes. Ce changement d'apparence modeste dans la technologie guerrière peut faire la différence entre une défaite et une victoire. La massue discoïdale était très efficace. Elle pouvait lacérer les chairs et briser les os. Mais cette arme est beaucoup plus lourde. Un seul coup suffit à écraser le crâne de l'adversaire. Voilà pourquoi la massue piriforme est devenue l'arme symbolisant la puissance des pharaons. Petrie pensait avoir découvert des vestiges
témoignant de l'arrivée d'une nouvelle tribu en Égypte. Cette race, qui allait bientôt soumettre les peuples indigènes, il l'avait appelée la nouvelle race. La massupiriforme est liée avec la royauté. Son apparition, qui s'accompagne d'autres innovations, a pu suggérer l'arrivée en Égypte de nouveaux venus. Une grande partie du matériel de Nagada II semble surgir de nulle part. Des palettes d'ardoises votives, des têtes de massues piriformes, des nouveaux motifs sur la céramique. On a formulé l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'idées empruntées à des peuples extérieurs à l'Égypte plutôt que d'une évolution de la population locale. C'est une hypothèse qui peut être renforcée par le fait que ce matériel apparaît de façon subite et que rien ne semble annoncer l'apparition de certains de ces objets. Après ces découvertes faites dans le désert oriental, Winkler a rebaptisé les guerriers de Petrie la race dynastique. Il lui semble clair qu'avec leurs barques à haute proue, ces envahisseurs sont les fondateurs de la civilisation dynastique d'Égypte. En d'autres termes, ce sont les ancêtres des premiers pharaons. La transition entre les cultures de Nagada I et II semble avoir constitué un tournant. La cause de ce changement pourrait-elle être étrangère à l'Égypte? Une chose semble assurée, la massue piriforme n'est pas une invention égyptienne. Lorsque Petrie et ses disciples avancent l'idée qu'une race dite supérieure et non africaine a colonisé l'Égypte prédynastique, ils ne s'appuient pas seulement sur les découvertes archéologiques. Au début du XXe siècle, les mentalités sont encore imprégnées de colonialisme. Il semble naturel de supposer que la civilisation égyptienne a été créée par une élite venue d'ailleurs et dotée non seulement d'une technologie plus avancée, mais aussi d'une intelligence supérieure. En analysant les crânes retrouvés à Nagada, les anatomistes de l'époque affirment que la race dynastique possède un plus gros cerveau que la population africaine indigène qu'elle a conquise. Les égyptologues d'aujourd'hui rejettent ces hypothèses datées et biaisées. Devons-nous rejeter en bloc les analyses de ces archéologues simplement parce qu'elles diffusent des thèses qui dérangent nos principes bien pensants d'aujourd'hui? Il faut se rappeler que dans les dernières années du XIXe siècle et au début du XXe, la mentalité coloniale domine. Les archéologues, comme tout le monde, sont affectés par ces idées. À l'époque, leur conclusion paraît tout à fait envisageable. On savait alors peu de choses de l'Égypte des temps dynastiques. Dans leur esprit, il est impossible d'imaginer que cette formidable civilisation trouve son origine dans ce pays, dans ce peuple. Reprenons les vestiges archéologiques pour les étudier avec un œil neuf, affranchi des préjugés de l'époque coloniale, et jugeons-les à l'aune de leur valeur objective. Premier point, la massue piriforme, qui a remplacé la massue discoïdale des premiers Égyptiens, a été inventée en Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui. C'est là que les archéologues ont mis au jour les cités les plus anciennes du Moyen-Orient. Et ce n'est pas tout. De nombreux objets retrouvés dans les tombes prédynastiques ont des origines mésopotamiennes. On trouve par exemple des vases de pierre à anse percés qui ressemblent beaucoup à ceux mis au jour dans les ruines des cités mésopotamiennes. On peut enfin voir dans ces récipients de pierre en forme d'animaux la réplique de leurs précurseurs mésopotamiens. Plus étonnant encore, les sceaux cylindres de style mésopotamien ont été découverts dans des tombes du prédynastique tardif. On y a gravé de simples pictogrammes. La palette de Narmer elle-même comporte des motifs mésopotamiens, comme ces félins entrelacés. À mon sens, tout cela indique clairement qu'au cours de cette période révolutionnaire de la préhistoire du pays, les rois d'Égypte entretenaient des relations dynastiques avec une élite étrangère. La notion de race dynastique n'est pas récente. C'était l'idée fétiche de Petrie. Elle a servi à expliquer un fait troublant. À cette époque, une période que Petrie a appelée le Samanien, mais que nous appelons aujourd'hui Nagada III, il apparaît des tas de choses qui très clairement ne sont pas d'origine égyptienne. Le plus impressionnant de tous ces objets
ne laissent aucun doute quant à la présence d'étrangers en Égypte. Au moment où ces objets mésopotamiens apparaissent dans la vallée du Nil, des statues et des représentations d'un personnage mystérieux apparaissent dans la cité sumérienne d'Uruk. Il porte une ample jupe, un turban et une barbe bien fournie. Les archéologues l'ont surnommé le roi prêtre, car on le voit le plus souvent faire des offrandes. Le roi prêtre d'Uruk est aussi un chasseur. On le voit ici sur la célèbre stèle du chasseur du musée de Bagdad. C'est l'archétype du grand chasseur qui combat des lions armés de sa lance ou de son arc. Notre enquête nous révélera son identité. Notons pour l'instant que le même personnage, portant des vêtements identiques, est représenté sur un couteau d'apparat découvert dans le sud de l'Égypte. C'est tout à fait étonnant. La facture de ce couteau est typiquement égyptienne. Mais le personnage central qui est représenté, ce maître des animaux, est lui complètement sumérien. Il porte un turban qui ressemble à celui des dieux sumériens. Il porte une sorte de long cafetan. Ça ne ressemble pas du tout à un Égyptien vivant ou mort. Je discutais récemment avec un égyptologue et il a été jusqu'à me dire qu'il serait très content si le manche de ce couteau de Gebel el-Arak n'existait pas. Mais il existe bel et bien. Le motif du chasseur affrontant un lion est sans conteste un personnage sumérien ou élamite. C'est un fait, et il est absolument impossible de le récuser. Ce personnage n'est pas égyptien. C'est un thème sumérien classique. Le répertoire iconographique de l'ancien Irak est parcouru d'êtres divins affrontant des animaux. Mais le maître des animaux n'est pas la seule révélation contenue dans ce vestige exceptionnel. L'autre côté du manche représente une bataille. Des combattants aux cheveux courts affrontent des guerriers aux cheveux longs. Les vainqueurs aux cheveux courts brandissent des massues piriformes et sont associés aux barques à haute proue, sculptées plus bas. La bataille navale qui fait rage oppose des barques à haute proue aux barques en croissant typiquement égyptiennes. Et la flotte égyptienne semble se noyer dans le fleuve. Cet unique objet suffit à montrer que des aventuriers étrangers sont apparus en Égypte lors de la période prédynastique. On sait qu'il y a eu des contacts entre les deux peuples. On le voit bien dans le matériel retrouvé, par exemple le couteau de Gebel el-Arak. Il est évident que les barques qui affrontent les bateaux égyptiens ne sont pas égyptiennes elles-mêmes, ce sont très certainement des barques du sud de l'Irak. L'équivalent de ces barques à haute proue du couteau de Gebel el-Arak ne se trouve pas en Égypte, mais encore une fois en Irak. Sur cette empreinte de sceau sumérien, on peut voir le roi prêtre embarqué à bord d'une barque à haute proue. La poupe repose sur un bâton et la proue est ornée d'une structure à 3 cornes. Les barques représentées sur le couteau de Gebel el-Arak possèdent ces deux traits distinctifs. Elles auraient donc une origine commune. C'est ce genre de détails qui me pousse à penser que la vieille théorie de la race dynastique n'est peut-être pas si fantaisiste qu'elle le semble à première vue. Il suffit peut-être simplement de lui donner un autre nom, comme par exemple la théorie de la migration prédynastique, pour éviter de réveiller le spectre de la colonisation. Lors de l'une de nos dernières prospections, nous avons trouvé une autre indication corroborant la présence de gens venus du sud de l'Irak et du Golfe Persique. L'un des dessins gravés ici peut nous aider à identifier ces mystérieux navigateurs du désert. Il s'agit d'un emblème perdu au milieu de barques à haute proue. Ici, on voit une longue perche fixée sur un bloc cubique. Elle est surmontée d'un motif en croissant de lune où se lève le soleil. Et ça, c'est le symbole du dieu soleil mésopotamien. On retrouve ce symbole dans les cités mésopotamiennes d'Uruk, Our et Eridu, ainsi que sur d'autres vases de la région du Golfe Persique. L'emblème à double fanion est toujours associé aux barques à haute proue. Et il apparaît aussi sur les barques à haute proue du coteau de Gebel el-Arak. Dans mon esprit, il semble clair que des Mésopotamiens sont arrivés en Égypte pendant la période prédynastique.
Ils ont apporté avec eux une nouvelle technologie et nombre de caractéristiques et rituels de leur royauté. Et il semble qu'ils soient venus par bateau. Mais comment ces navires sont-ils arrivés dans le Nil? Ces bateaux sont-ils ceux que nous avons vus représentés sur les falaises du désert oriental? Ces vaisseaux du désert se retrouvent partout. Ont-ils été transportés à travers le désert oriental? Et si oui, comment? Regardez, ce bateau est vraiment fantastique. Il est immense. Ce dessin mesure environ 2 mètres. C'est un bel exemple de ce qu'on trouve dans le désert. De grandes barques contenant peut-être 50 matelots et qui sont halées par d'autres membres d'équipage. Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hommes tirant la barque. Mais où cela? Ce qui ressort de ces découvertes, c'est que ces envahisseurs étrangers ont pu tirer leurs bateaux de la mer Rouge jusqu'au Nil, à travers les canyons du désert, afin de les remettre à l'eau dans le fleuve égyptien. Là, ils ont fini par supplanter les esquifs nilotiques de la population locale. Évidemment, on peut imaginer que des gens traversent les corridors des wadis en traînant leurs barques, car le sol est relativement plat. Il n'y a pas de dénivelé important et donc pas de difficulté majeure d'un point de vue technologique. La faisabilité de la chose me paraît certaine. En revanche, il reste à élucider la question de la motivation. Pour quelles raisons ces gens auraient-ils fait cela? De nombreux vestiges montrent que d'énormes objets de pierre, des statues ou des colonnes colossales ont été traînés depuis les carrières du désert jusqu'au Nil. Pourquoi n'en aurait-il pas été de même pour les barques prédynastiques? 2 facteurs rendaient cette opération possible. Le premier, c'était la présence d'une main-d'œuvre inépuisable. Et le second, c'était un rapport au temps différent. En gros, cela prendra le temps que ça prendra, et voilà tout. Mais cette opinion n'est pas partagée par tous les archéologues. Rien ne prouve que des barques aient été tirées dans le désert. Ces barques du Nil ont sans doute été représentées dans le désert oriental pour une raison précise, mais qui serait tout autre. C'est mon opinion personnelle. Certaines personnes pensent qu'elles ont été amenées jusque-là depuis la mer Rouge et que c'est ainsi que l'Égypte serait entrée en contact avec la Mésopotamie, mais il n'en existe aucune preuve. Est-il possible de montrer le bien fondé d'une hypothèse sans preuve matérielle? Nous disposons de vestiges et d'une iconographie originaire du sud de l'Irak et retrouvée en Égypte, ainsi que de centaines de barques à haute proue gravées dans le roc du désert. Mais rien ne prouve qu'ils sont bien venus de Mésopotamie pour envahir l'Égypte. Rien? Cette barque du Wadi Hammamat, avec sa vaste coque en forme de croissant, ses 2 cabines et un rectangle central, ressemble étrangement à l'une des barques de la célèbre tombe 100 de Hiérakonpolis. La plus ancienne tombe peinte au monde a été mise au jour à Hiérakonpolis en 1899. Perdue depuis, il nous reste une copie de ces peintures murales. Elle représente une flottille d'esquifs à la coque incurvée. Au milieu se trouve une barque à haute proue qui a fait couler beaucoup d'encre. Voilà une copie des peintures murales de la tombe 100. Elle fourmille de détails, comme ce petit groupe de personnages ici. On voit le maître des animaux aux prises avec 2 lions. Et en dessous, on trouve ce magnifique esquif en forme de croissant, typiquement nilotique. Ses reflets verts montrent qu'il est fait de papyrus. Mais le plus intéressant, c'est qu'il comporte 2 cabines en son centre, peintes toutes les 2, et puis ce rectangle occupant le centre de la coque. Exactement comme la barque du Wadi Hammamat. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est ce bateau noir. Sa proue est très haute et il n'est pas de la même couleur que les autres. Tous les autres bateaux sont en papyrus. Celui-ci est couvert de bitume. Et cette technique consistant à enduire les coques des navires de goudron est typiquement mésopotamienne. Si l'on étudie les représentations de la tombe 100 de Hiérakonpolis, on trouve des esquifs classiques en forme de croissant et une barque noire. On peut alors se demander quelle est la signification symbolique, ou la signification tout court d'ailleurs, de cette couleur dont l'artiste a cru bon de revêtir cette barque.
La première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'il s'agit d'une barque funéraire, puisque bien sûr pour nous, le noir est associé au deuil. Mais si vous observez bien les bas-reliefs de la tombe de Toutankhamon, et surtout les représentations de ses funérailles, vous remarquerez que les personnages qui tirent le sarcophage ne sont pas habillés de noir, ils sont en blanc. Il faut toujours faire très attention quand on interprète la symbolique des couleurs. Il existe une explication possible à cette couleur noire, mais c'est une hypothèse bien sûr impossible à démontrer. Les Égyptiens suivaient peut-être à cette époque une pratique sumérienne qui consistait à calfater les barques de roseaux de goudron. Et c'est une hypothèse fascinante. Le bitume est une forme naturelle de pétrole non raffiné qui était utilisée pour rendre les bateaux étanches. Il n'en existe pas de source en Égypte. Cette barque de roseaux enduite de bitume devait venir d'ailleurs, certainement d'Irak, où on trouve du bitume en abondance. Et l'itinéraire le plus logique pour faire passer ces bateaux noirs de la mer Rouge à Hierakonpolis, au sud de l'Égypte, ce sont les corridors des Wadis. La découverte de centaines de dessins gravés dans le roc du désert oriental, montrant des barques à haute proue, transportant des personnages de rang divin et tirés par un équipage nombreux, a secoué la communauté des égyptologues. Certains d'entre eux ont avancé que ces vaisseaux du désert avaient une fonction religieuse. Ce seraient des barques funéraires à l'image de celles qu'on trouve dans la vallée des rois. Mais cette explication n'est-elle pas réductrice ? Par la suite, ces barques à haute proue seront associées avec le voyage des âmes vers l'au-delà, partant de l'ouest pour revenir vers l'est, le lieu de naissance des dieux. Les morts empruntent ce type de barque pour passer du monde des vivants au monde des morts. Elle a donc acquis une dimension religieuse qui a persisté tout au long de l'histoire de l'Égypte ancienne. Et je crois que ses origines remontent à cette période cruciale qu'est la fin de la période prédynastique, la fin de l'ère préhistorique, juste avant l'avènement de la première dynastie des rois. Cette imposante barque funéraire est la réplique exacte d'une nef de roseaux de la 4e dynastie. Elle a été retrouvée enfouie à Khufu, près de la Grande Pyramide. Cette maquette grandeur nature a été construite en cèdre du Liban. La barque avait une fonction magique, celle de transporter l'esprit du roi à travers le monde souterrain jusqu'à sa résurrection, en même temps que le soleil. Ce bateau à haute proue est donc clairement associé à la mythologie de la renaissance des pharaons, au moins depuis l'Ancien Empire. Certains traits caractéristiques des barques du désert semblent également rappeler les dieux égyptiens des dynasties à venir. Examinons de plus près leur aspect religieux. Voici une barque très angulaire, dotée d'une haute proue et d'une haute poupe avec un fond très plat. On distingue une quarantaine ou une cinquantaine de membres d'équipage, et puis une sorte de cabine centrale contenant ce qui semble être une divinité solaire. On dirait qu'elle porte des ailes. À l'arrière de la barque, il y a ce personnage plus grand que les autres. On peut remarquer qu'il est coiffé de 2 longues et fines plumes, et son index est pointé en direction du Wadi, vers le Nil. Et nombre de ces personnages centraux portent de longues plumes. Certains des dieux les plus importants du panthéon égyptien sont souvent représentés coiffés d'un double plumet. Ainsi, Horus, le dieu faucon, le premier roi d'Égypte après le meurtre de son père Osiris, est le grand dieu du temple de Karnak, Amon-Ré. Les personnages représentés les bras levés peuvent être rapprochés des déesses protectrices Isis et Nephthys, gravées dans la pierre des sarcophages des pharaons. Mais l'hypothèse religieuse ou funéraire n'épuise pas le sens de ces vaisseaux du désert. Ces étonnants dessins préhistoriques semblent symboliser des visées plus terre-à-terre. Il paraît évident que certaines des plus grandes nefs dessinées, transportant parfois plus de 80 membres d'équipage, ont un profil plus militaire. Il ne s'agit pas là de représentations mythologiques. Ce sont de véritables barques et de véritables équipages qui se dirigent vers l'Égypte. Il faut donc examiner l'hypothèse suivante. Un peuple serait venu de l'Est et aurait abordé l'Égypte à bord de barques à haute proue. Ces barques étaient d'une telle importance stratégique qu'il les aurait tirées à travers le désert jusqu'aux rives du Nil.
Ce voyage sans retour vers une terre prodigue devait, en quelques générations, conduire à la naissance de l'une des civilisations les plus exceptionnelles de l'Antiquité. Une découverte récente, faite sur le site prédynastique de Buto, dans le delta du Nil, a montré que les Mésopotamiens étaient aussi actifs en Basse-Égypte. On a mis au jour des bâtiments décorés dans le même style que la cité d'Uruk, au moyen de mosaïques de cônes colorés. Cette technique semble trop singulière pour avoir été inventée en 2 endroits au même moment. Dans les constructions sumériennes, on trouve des cônes qui ont été insérés dans les murs de briques crues pour les décorer. Ces cônes ont ensuite été peints pour créer un motif attrayant. Il semble peu probable qu'on ait simplement apporté ces cônes. Selon moi, il est évident que les constructions de Buto ont été délibérément décorées selon une technique sumérienne ou inspirées par la façon de faire des Sumériens. Cette découverte tendrait donc à indiquer que la civilisation égyptienne ne s'est pas développée sans apport extérieur. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'on trouve énormément de matériel archéologique lié à la Mésopotamie en Égypte, mais qu'on n'a encore retrouvé aucun vestige rappelant l'Égypte dans le sud de la Mésopotamie. Cela soulève une grande question. Ces gens partaient-ils pour ne plus revenir? Quittaient-ils ainsi définitivement la Mésopotamie pour l'Égypte? C'est en tout cas mon avis. Il ne s'agit pas là simplement de contacts commerciaux, mais d'une véritable migration de Mésopotamiens vers l'Égypte. Il me paraît évident que la vieille théorie d'une race dynastique doit être réexaminée. Peut-être que le terme employé n'est plus approprié à notre époque. Mais cela ne retire rien au fait qu'un ou plusieurs clans d'étrangers sont arrivés en Égypte à la fin de la période préhistorique. Il est impossible d'imaginer que la Mésopotamie ait eu autant d'influence sur cette civilisation égyptienne qui se faisait jour sans la présence effective de Mésopotamiens installés sur place. Ces nouveaux venus ont donc influencé les populations indigènes de la vallée du Nil. Leurs idées nouvelles ont constitué l'élément déclencheur de la naissance d'une culture unique qui est par la suite devenue l'Égypte des pharaons. Mais une question demeure. Ces étrangers se sont-ils contentés d'aider les chefs de tribus égyptiens pour les mettre sur la voie de la civilisation? N'ont-ils pas plutôt, comme je le crois, influencé de façon fondamentale la culture et la religion des pharaons? Pour approfondir cette question, il faut se tourner vers le système de croyance des pharaons et tenter de comprendre la nature complexe de l'au-delà égyptien. Et pour cela, quel meilleur endroit que la vallée des rois? C'est le lieu où ont été enterrés les plus grands pharaons du Nouvel Empire. C'est là que leur mythologie, leur conception de la mort et de la résurrection peuvent être observées dans leur forme la plus achevée. Nous allons examiner les magnifiques bas-reliefs de l'un des lieux les plus mystérieux du Wadi Royal, enfoncé très haut dans la falaise. C'est la tombe de celui qu'on a appelé le Napoléon de l'Égypte, le roi guerrier Thoutmôsis III de la 18e dynastie. Les murs sont couverts d'images extraordinaires du monde des morts. Des dieux et des symboles étranges attendent le roi pour le guider dans sa traversée vers l'au-delà. On y retrouve les emblèmes du faucon Horus et le double plumet. Les images et signes qui ont été tracés ici constituent un guide. C'est une série d'instructions indiquant au roi comment atteindre le rivage de l'au-delà à bord de sa barque à haute proue. Le roi mort descend sous l'horizon de l'Occident. Il y embarque dans la nef à haute proue des dieux, en compagnie de Khnum, le dieu créateur à tête de bélier. Le roi tient à la main la massue piriforme. Il descend le sombre fleuve à destination du pays de lumière. Sa barque est tirée à travers les sables du désert, sous la protection d'Horus.
La dépouille du pharaon reste dans sa tombe, tandis que son esprit renaît, montant dans le ciel comme le soleil levant, le dieu faucon Horus, celui qui est au-dessus. Le voyage des âmes vers l'autre monde, la renaissance du pharaon mort, emmène ce dernier dans un long périple. Il doit naviguer vers l'est, là où le dieu soleil Re-Atum vit dans l'île de la création avec ses compagnons. Nous devons donc nous tourner vers les dieux qui ont apporté la civilisation à l'Égypte, c'est-à-dire vers la Mésopotamie. C'est la direction que nous indique la mythologie des pharaons. Dans la suite de ce documentaire, nous tournerons nos regards vers l'est et nous prendrons place à bord de la barque à haute proue du pharaon. Avec lui, nous traverserons les eaux noires du monde des morts pour atteindre le pays du soleil levant et de la résurrection. Conal et ses longs voyages vers l'au-delà jouent-ils une place centrale dans le mythe de la résurrection des pharaons. Parmi tous les dieux à tête d'animal, un personnage se détache, Horus, le dieu faucon. À la fin du règne des dieux, les Égyptiens parlent d'un clan légendaire, les suivants d'Horus. Ils se seraient battus pour la suprématie des rois Horus de l'ère prédynastique. Horus est le titre que tous les pharaons d'Égypte porteront ensuite. Ces premiers monarques sont les descendants du premier roi faucon, Horus, le fils d'Osiris, le dieu assassiné. Son sanctuaire se trouve à Edfou. Le grand temple d'Horus commémore la victoire de l'ordre, représentée par Horus, sur les forces du chaos incarnées par le dieu Seth, le frère et meurtrier d'Osiris. L'issue historique de ce conflit mythique entre Horus et Seth, c'est l'unification de l'Égypte par les rois Horus de la première dynastie. L'archéologie a montré que les royaumes les plus anciens étaient ceux de Haute-Égypte. Je crois que sans trop s'avancer, on peut dire que ce conflit mythique, qui a été enjolivé bien sûr par la suite, reflète un conflit qui aurait eu lieu à la fin de la période prédynastique. Pour expliquer la naissance de leur civilisation, les Égyptiens recouraient à une mythologie complexe. Les textes anciens parlent de Zep-Tepi, les premiers temps ou la première fois, qui a vu la création de la vie au sein d'un océan primordial. Quand un pharaon mourait, son esprit empruntait une barque pour retourner vers l'île de la création, auprès des dieux qui demeurent dans le temple originel. À première vue, tout cela ressemble à un tour de passe-passe religieux. Mais à mon sens, ce mythe recèle le code qui peut permettre de comprendre ces mystérieux premiers temps. Il faut pour cela savoir l'interpréter correctement. La religion des pharaons, représentée par ces magnifiques peintures et bas-reliefs de la vallée des rois, renvoie à ces temps reculés qui ont vu la fondation de la royauté. Les murs sont couverts de scènes du monde souterrain. Et partout, on peut voir des barques portant d'étranges symboles. Comment percer leur mystère? Pourquoi ces nefs à haute proue? C'est à cette époque
que l'iconographie des pharaons, qui impressionne tant nos contemporains, a vu le jour. Mais cette Égypte préhistorique ressurgit aujourd'hui des limbes du passé grâce à d'étonnantes découvertes faites ces dernières années dans le désert de l'Est égyptien. Aucun vestige n'indique qu'une longue tradition royale aurait existé avant le tout début de la première dynastie. On ne trouve aucun signe d'un développement progressif de l'art royal, de la métallurgie, de l'architecture monumentale et de l'écriture, les critères définissant une civilisation naissante. Au cours des 2 volets de ce documentaire, je vais exposer ma théorie expliquant l'avènement fulgurant de la civilisation des pharaons. Je vais produire des preuves éloquentes d'un lien entre les 2 grandes civilisations de l'aube de l'histoire humaine. La période pharaonique ne commence que vers 3000 avant Jésus-Christ, avec l'unification de l'Égypte par le roi Ménès, le fondateur légendaire de la première dynastie. Elle fait suite à une ère de rois mythiques qu'on désigne sous le nom de période prédynastique. C'est à la toute fin de cette période que les caractéristiques de l'État pharaonique commencent à se former. Cette société complexe et le pharaon qui la dirige semblent naître dans une sorte de fulgurance. Quel a été le catalyseur de la naissance de la civilisation égyptienne ? La réponse est cachée dans le désert de l'Est égyptien, aux confins de la vallée du Nil, loin de ses pyramides, de ses temples et de ses tombeaux. C'est ici, au cœur de ces espaces désolés, hérissés de montagnes et creusés de gorges labyrinthiques, que nous allons partir à la recherche des origines de l'Égypte. L'Égypte des pharaons ne cesse de fasciner, mais la plupart des gens ignorent comment est née cette civilisation. Les égyptologues eux-mêmes ne savent pas exactement ce qui a déclenché le développement rapide de la civilisation égyptienne il y a de cela 5000 ans. C'est assez... Lève-toi, Pharaon. Rassemble tes os. Ramasse ta tête et secoue la terre déposée sur tes chairs. Devant toi se trouvent les portes de l'au-delà. Ce sont celles que ton père Atum a franchies lors de son voyage vers l'est de l'horizon. Ô Dieu qui allait la barque du Seigneur des temps immémoriaux, de celui qui apporte le ciel du haut dans le monde souterrain et qui élève le ciel du bas. Vous qui laissiez les esprits approcher du noble défunt, que vos mains soient remplies de cordes. Les origines de la civilisation égyptienne sont enveloppées de mystères. Ces incantations du livre des morts pourraient bien contenir le secret d'un âge mythique où les rois d'Égypte étaient mi-hommes, mi-dieux. Ces premiers héros sont-ils les pièces maîtresses d'un mythe complexe élaboré par les prêtres pour expliquer la naissance de la civilisation égyptienne? Ou l'archéologie peut-elle éclairer la véritable histoire des origines légendaires de l'Égypte?